Donc, salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin, wa ba'd. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble une dissertation, une dissertation qui m'a été envoyée, je pense, il y a déjà 4 ans par un étudiant qui est aujourd'hui doctorant sur le point de, voilà, finaliser, je pense qu'il a déjà finalisé sa thèse et il est en train d'attendre, voilà, sa soutenance. Voilà. Donc nous allons commencer directement, voilà, par voir cette dissertation. Je n'ai pas la citation, donc je n'ai pas le sujet de doctorat de cette dissertation. Néanmoins, nous allons voir la façon dont il faut écrire une dissertation, les erreurs à éviter, la méthodologie à suivre, etc., etc. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, euh, il faut tenir compte de euh, de trois choses dans la rédaction de toute dissertation. Donc d'abord, il faut avoir la langue. Si on n'a pas la langue, même si l'on a bien révisé, même si l'on a une bonne et parfaite maîtrise des concepts et des termes de spécialité, ça reste toujours un problème. Voilà. Donc la maîtrise de la langue. Quand je dis la maîtrise de la langue, c'est-à-dire qu'il faut écrire dans une langue ou dans un style scientifique, premièrement. Donc deuxièmement, il faut avoir une bonne méthodologie de rédaction. C'est-à-dire, par exemple, je passe du général vers le particulier. C'est-à-dire, je dois avoir une rédaction qui répond au principe de l'entonnoir. C'est-à-dire, du général vers le particulier. Donc, une introduction écrite de façon générale, une problématique, un plan, énoncé à la fin de cette introduction, le développement, je présente mes arguments dans ce développement, et après une conclusion, c'est-à-dire le bilan de la dissertation, tout en restant objectif. Voilà, tout en restant objectif. Troisièmement, voilà la compétence cognitive ou la maîtrise de son domaine. Voilà, par exemple, quelqu'un qui est dans le domaine de la didactique doit se confiner dans son domaine, c'est-à-dire rester dans son domaine de la didactique. Quelqu'un qui est en sciences du langage doit rester dans le domaine des sciences du langage et doit aussi maîtriser la panoplie des concepts inhérents aux sciences du langage. Quelqu'un qui est dans le domaine de la littérature et la civilisation ou dans le domaine des sciences des textes littéraires, doit bien sûr avoir une bonne maîtrise des concepts des sciences des textes littéraires. Voilà. Donc je répète, donc on a 3 choses à tenir, bien sûr, à respecter dans la rédaction de toute dissertation. Une bonne maîtrise de la langue, premièrement, une bonne méthodologie de rédaction, entre parenthèses, de la dissertation. Troisièmement, une bonne maîtrise de son domaine. Donc, si on a ces 3 choses, voilà, on est prêt à passer le concours de doctorat. Voilà. Donc, la dissertation, parfois on nous demande de rédiger une dissertation. Parfois on nous dit rédiger une dissertation, parfois on nous dit expliquer, parfois on nous dit analyser, parfois on nous dit rédiger un commentaire dans lequel vous expliquez les propos de cette dissertation et bien sûr en présentant des exemples concrets, des arguments, etc., etc. Donc ça dépend. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que la majorité des concours de doctorat, dans la majorité des concours de doctorat, il faut rédiger une dissertation. D'accord? Donc il n'y a pas vraiment une grande différence par rapport au concours de doctorat. Il n'y a pas vraiment une grande différence entre rédiger une dissertation et un commentaire. D'accord? Je dis bien que c'est par rapport au concours de doctorat. Donc il faut rédiger une dissertation. Donc la dissertation, comme a toujours dit mon ami et bien sûr et collègue, voilà, doctorant qui est actuellement doctorant Abdallah Moulay. Donc voilà, c'est un texte argumentatif. C'est un texte où l'on présente des arguments fiables, valables, qui convainquent le lecteur. Donc quand on rédige une dissertation, il faut toujours se poser la question de comment faire pour convaincre celui qui va me lire. Donc celui qui va vous corriger, c'est quelqu'un qui va quand même émettre un jugement sur vous. C'est-à-dire qu'il va soit être convaincu,
il vous donnera une bonne note et vous serez bien sûr lauréat, vous allez réussir. Soit vous n'allez pas le convaincre et bien sûr vous risquerez de ne pas réussir, de ne pas avoir la note. Donc il faut toujours avoir un esprit convaincant, rechercher bien sûr les arguments valables, être objectif, éviter par exemple les redondances. Donc ce que j'ai déjà affirmé par exemple dans tel ou tel passage de mon développement, je ne veux pas le reprendre en deuxièmement. Voilà, en deuxième. Donc il faut être concis, bref et objectif. Alors là, je passerai directement à ce modèle de dissertation. Donc, ce que vous voyez ici en jaune, surligné en jaune, donc ce sont les erreurs que j'ai corrigées. Voilà. Et ce qui est écrit ici en rouge, c'est ce que j'ai moi proposé comme, correction en vue d'améliorer cette dissertation. Donc l'étudiant avait écrit par exemple dans la didactique du français langue étrangère. Voilà. FLE. Donc moi j'ai écrit en didactique du français langue étrangère ou dans le domaine de la didactique du français langue étrangère. La dimension culturelle a été timidement prise en compte, voire négligée. Donc j'ai écrit quand et par quelle méthodologie. Donc il faut préciser dans quel courant méthodologique ou dans quelle approche la dimension culturelle a été négligée. Donc il faut être précis dans la dissertation. Alors il a écrit aux années 60 et 70, et moi j'ai écrit à partir des années 60, 70 et 80, parce que là je m'aperçois que l'étudiant insinue à l'approche communicative. D'accord? Le terme civilisation cède sa place au profit du terme culture. Donc avant on disait civilisation. J'explique ça par exemple dans la méthodologie traditionnelle. L'objectif de grammaire et traduction, l'objectif était de former des élèves, de former des rhéteurs qui sont capables de parler et bien sûr d'écrire à la façon des écrivains ou des auteurs. Donc on les appelait à cette époque les classes de rhétorique. Donc l'objectif était de former des élèves, entre parenthèses, des rhéteurs qui parlent et qui écrivent à la manière des écrivains. Donc c'est ça l'objectif de la méthodologie traditionnelle. Par contre, à partir des années 70 et 80, il y avait une forte croissance du marché économique et du coup, l'objectif de l'école s'est réorienté plus vers la rapidité ou vers la formation rapide des apprenants. Donc il fallait former des apprenants qui vont après devenir des citoyens qui vont être dans le marché du travail. Donc s'ils vont être dans le marché du travail, ils n'auront pas besoin de parler, d'écrire comme des écrivains ou des poètes. Donc il fallait les former pour des besoins spécifiques, étant de communiquer, d'accord, dans des situations bien sûr réelles. Voilà. Donc le terme civilisation cède sa place au profit du terme culture. Donc on dit culture et on ne dit plus civilisation. Parce que la civilisation, c'est par rapport au texte classique, bien sûr au texte littéraire qu'on avait traduit. Par exemple, dans la méthodologie grammaire-traduction, l'objectif était quoi? Était de traduire un texte de la langue source à la langue cible. D'ailleurs, on l'appelait le thème version. Voilà, ce qu'on appelle thème version. C'est-à-dire que j'ai ici le texte écrit en latin et je dois le traduire en grec et comparer les deux systèmes linguistiques, les deux systèmes grammaticaux et bien sûr faire une étude sur bien sûr la civilisation qui est bien sûr dans le texte. Cède sa place au profit du terme culture qui fut venu avec l'approche communicative. Voilà. Et ce, grâce au souci de l'efficacité de la communication qui a inspiré les partisans de l'approche communicative à prendre conscience de la culture de l'apprenant. Là, on se pose la question, à quoi faut-il
former un apprenant? Est-ce qu'on veut le former pour devenir un rhéteur, un écrivain, un poète, quelqu'un qui écrit des textes littéraires, ou on le forme pour l'encourager à s'insérer et à s'introduire rapidement dans le marché économique? Alors l'idée de citoyenneté, l'idée de citoyen ici, ou l'idée d'acteur social est née du souci de rapidité ou de la rapidité de former des apprenants pour bien sûr des besoins réels. Pour des besoins réels s'inscrivant ou inhérents bien sûr au contexte social. Voilà. Et ce grâce au souci de l'efficacité de la communication qui a inspiré les partisans de l'approche communicative à prendre conscience de la culture de l'apprenant, de ses représentations de la culture cible. De ce fait, la composante culturelle qui s'instaure comme élément de la compétence communicative. Alors là, j'aimerais bien préciser que la langue, bien sûr, est un vecteur, la langue véhicule une culture. La langue est un vecteur culturel. On ne peut dissocier la langue de la culture. Alors, les deux entités sont intimement liées. On ne peut séparer la langue de la culture. C'est comme une feuille dont on ne peut séparer le recto du verso. Voilà, les deux entités sont inséparables. Donc, si on forme à la langue, parallèlement, on forme à la culture de cette langue. Donc, il faut retenir ce point essentiel. Parce que généralement, ce dont on parle, ce sont des idiomes, ce sont des signes linguistiques qui véhiculent des éléments culturels, qui s'instaurent comme élément de la compétence communicative. C'est imposé progressivement comme objet à part entière de l'enseignement-apprentissage du FLE. Alors le mot FLE, j'ai un tout petit conseil. Alors si j'écris ici par exemple français langue étrangère, alors déjà dans l'introduction je dois ouvrir une parenthèse et j'écris désormais, désormais FLE. Alors je vais l'écrire ici, désormais FLE. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais utiliser ce sigle FLE. En effet, l'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère ne peut se faire sans apprendre et connaître là où les cultures qui y sont associées, parce que la culture en général est un élément prépondérant de l'enseignement-apprentissage des langues étrangères, notamment du français langue étrangère. Alors là, je vous conseille de visionner. Là, on est en plein socio-didactique ou socio-linguistique. Je vous conseille de visionner les vidéos, les conférences de Philippe Blanchet, bien sûr, qui sont disponibles sur YouTube. Pour les gens qui ont une difficulté d'accès à la documentation, telle que les articles et les ouvrages, je vous conseille de visionner les visioconférences ou les cours de Philippe Blanchet qui sont disponibles sur YouTube. Alors là, on est en plein socio-didactique. Sachant que, à ce titre, on ne forme pas qu'à la langue, mais on forme aussi à la culture de cette langue. Par exemple, je donne l'exemple suivant. Je prends deux expressions idiomatiques différentes. L'une en langue arabe dialectale, c'est-à-dire la derija. En arabe, par exemple, on dit, ou je préfère prendre l'exemple du proverbe en français, de l'expression idiomatique en français. Les cordonniers sont toujours les mal chaussés. Alors c'est clair, cordonnier et mal chaussé. Les cordonniers sont toujours les mal chaussés. C'est par rapport à quelqu'un. Cela signifie en dépit du métier de cordonnier qu'il exerce, il ne prend pas soin de ses chaussures. Il n'arrive pas, bien sûr, à coudre ou à clouer ses chaussures déchirées ou à teinter ses chaussures déchirées. Voilà. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a tous les moyens pour prendre soin de lui alors qu'il ne le fait pas. Alors là, si je fais la traduction littérale, de la phrase ou de l'énoncé, je vais dire, en dépit d'être cordonnier, il est toujours mal chaussé. En arabe, je dis iskafi, iskafi walakin ahdiyatuhu mumazzaqa. Donc là,
celui qui va m'entendre, il va se poser la question, mais il va dire, mais c'est qui? Parce que dans la culture algérienne, on n'utilise pas cette expression idiomatique. Donc on compare pas celui qui ne prend pas soin de lui, qui a tous les moyens de prendre soin de lui, il ne le fait pas, on ne le compare pas à un cordonnier, mal chaussé. Mais on le compare à autre chose. Il y a une expression idiomatique dans la Derija, dans ma région par exemple, on dit jezar, un boucher, oui donc c'est pas, il mange pas la viande. Donc quand il découpe la viande en morceaux, il ne prend que les miettes pour les manger. Donc ça veut dire que même ici, il y a aussi une équivalence dans les deux expressions idiomatiques, ça veut dire la même chose. Alors là, comment j'ai pu passer de l'expression idiomatique, bien sûr, en langue française, culture, bien sûr, du contexte français, à l'expression idiomatique algérienne, culture algérienne. C'est grâce à la connaissance des deux systèmes culturels. Alors, la langue ne fonctionne pas que par un système linguistique, mais il y a aussi en parallèle un système culturel de cette langue. Donc, on doit chercher ce qu'on appelle le référent culturel de l'autre pour pouvoir lui transmettre l'idée qu'on veut véhiculer dans le discours, dans l'énoncé. Alors là, juste pour vous expliquer que nous, enseignants, on ne forme pas qu'à cette langue, mais on forme aussi à cette culture, parce que la langue est un vecteur culturel. Et comme je viens de le dire, on ne peut séparer la langue de la culture, comme on ne peut séparer, bien sûr, la feuille, ou on peut séparer le recto du verso d'une feuille. Alors là, je pense que c'est clair. Alors, selon Philippe Blanchet, apprendre une langue, c'est apprendre une culture. Et ça reprend un peu ce que je viens de dire, que quand on forme à une langue, on forme aussi à une culture de cette langue. Je donnerai l'exemple de si un Français dit « je bois », alors là, il y a plusieurs interprétations du verbe boire. Et pourtant, c'est le verbe boire. Donc, boire, c'est ingurgiter, c'est faire passer un liquide par la gorge à l'estomac ou vers l'estomac. Alors, dans le verbe boire, conjugué avec la première personne du singulier, en l'occurrence je bois, ça sous-entend plusieurs interprétations. Donc, je bois de l'eau, je bois du jus, je bois du vin. Donc, il y a plusieurs interprétations. Mais ici, c'est par rapport à son référent culturel. Alors, si moi, Algérien, je parle français, je dis je bois, alors ça va bien sûr signifier je bois de l'eau, je bois un jus, je bois une boisson gazeuse, je bois un thé, un café. Donc, c'est par rapport à la culture, bien sûr, de mon contexte. Alors là, on reprend l'idée que toujours c'est le même verbe. Mais le verbe boire utilisé, par exemple, dans un contexte français, ne dénote pas les mêmes possibilités de signification que lorsqu'il est utilisé dans un contexte algérien en français. C'est le même système linguistique, boire, un Français qui dit je bois et un Algérien qui dit je bois. Donc ce sont pas les mêmes les mêmes connotations. Je donnerai un deuxième exemple et je passe à la suite. Si par exemple Katebiesi dit la famille était attablée autour de la Meïda, réunis autour de la Meïda, on servait d'abord les hommes, ensuite les femmes. Alors, on passe par exemple, si j'ai un écrivain ou un auteur français qui dirait, par exemple, la famille était réunie, était attablée, on servait les femmes, ensuite les hommes. Alors là, on comprend que on est plein dedans, on est dans une culture autre que la nôtre, c'est-à-dire une culture française. Alors si par exemple ici j'utilise une expression, je dis la famille était réunie autour de la Meïda, parce que la Meïda n'est pas une table, donc ce ne sont pas les mêmes connotations. Donc quoi que l'on utilise le même système linguistique, le système culturel ou le référent culturel des deux côtés, à savoir le contexte français, le contexte francophone, en l'occurrence algérien, ne sont pas les mêmes. Donc là, juste pour préciser ce point. Par ailleurs, les deux notions, donc là, il faut écrire ça en minuscule. Là.
Les deux notions, langue et culture, s'inscrivent dans une relation de complémentarité, voire d'interdépendance. La langue et la culture sont deux facettes d'une même médaille. Donc, Émile Benveniste. Donc là, ça reprend un peu l'idée de comparer la langue à une feuille dont on ne peut séparer le recto du verso. Voilà. Et là, j'aimerais bien aussi, bien sûr, vous éclairer que il faut utiliser les citations. Donc, les citations, ce sont des arguments qui vont bien sûr donner un appui, qui vont donner de la force, qui vont donner une comment dirais-je, une fiabilité à votre analyse. Voilà. Donc ne serait-ce que des citations courtes. Voilà. Vous pouvez également donner des exemples. Voilà, concrets. Voilà. Donc là, je vais aussi souligner la deuxième de Benveniste, Émile Benveniste, qui est bien sûr en linguistique énonciative, linguiste français. Voilà. Voici les points qui seront abordés tout au long de la dissertation. Alors, l'étudiant, j'ai remarqué que ici, mis à part quelques maladresses, quelques coquilles, l'étudiant a présenté de façon générale pourquoi est-il toujours, ou pourquoi il est bien sûr important de former aussi à la langue, quand on veut former à la culture, quand on veut former à la langue. Donc, il insiste que quand on forme, sur l'idée que quand on forme à la langue, aussi on forme à la culture, et il justifie pourquoi en nous apportant les deux, bien sûr, ces deux références, à savoir Benveniste et Philippe Blanchet. Très bien. Alors là, il passe à une deuxième étape qui est bien sûr le plan énoncé. Alors, il va nous énoncer le plan qui sera bien sûr extrapolé dans le développement. Alors, il dit en premier lieu la définition relative aux deux mots-clés, la langue et la culture. Donc, on va définir, là, il veut dire, on va définir qu'est-ce qu'il a écrit avant? Voici les points qui seront abordés tout au long de cette dissertation. Le plan de dissertation sera comme suit. Alors, il faut dire, notre plan d'analyse se présentera comme suit. Voilà. En premier lieu, nous allons définir les mots-clés, tels que la langue et la culture, par exemple. En second lieu, ou deuxièmement, les composantes et les types de la culture. Alors là, je lui écris comme remarque de préférence, énoncez votre plan dans un seul bloc, c'est-à-dire dans un seul paragraphe. Alors, au lieu d'écrire ici, en un seul paragraphe, en premier lieu, et aussi passer dans un autre paragraphe en écrivant, ou en le commençant par en deuxième lieu, en troisième lieu aussi dans un troisième paragraphe. Alors, je préfère que tout cela soit écrit dans un seul bloc. Voilà. En troisième lieu, le rapport entre langue et la culture et la place accordée à la culture dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères, en l'occurrence du FLE. Voilà. En dernier lieu, la dissertation prendra fin par une conclusion succincte qui résumera tout ce qui sera traité. Donc, tout ce que a écrit l'étudiant ici, j'aimerais bien que ça soit écrit dans un seul bloc ou dans un seul paragraphe. Alors, il commence le développement par l'expression de prime abord, qui signifie d'abord. D'abord, il s'avère judicieux d'entamer la dissertation par des définitions propres, conceptuelles portant sur la langue et la culture. Voilà, par les définitions des concepts inhérents à la langue et la culture. La culture désigne un ensemble de systèmes de signification propres à un groupe ou à un sous-groupe. Voilà. C'est un ensemble de coutumes, de manifestations intellectuelles, artistiques et religieuses qui concrétisent un groupe de personnes. Alors, c'est les coutumes, les mœurs, les habitudes, disons, le système même de réflexion qui caractérise un groupe ou une ethnie. Selon Bourdieu, la culture est, donc là, il a fallu mettre la date, voilà, de préférence. La culture, et c'est bien aussi d'étayer son explication par une référence. Voilà, ça va renforcer un peu ce qu'on vient de dire, ou ce qu'on vient d'écrire. Ce
ce pouvoir se distinguer, différencier et dissocier. La culture est ce pouvoir de se distinguer, différencier et dissocier. C'est la capacité à faire des différences. Alors comment je pourrais me juger différent par rapport, par exemple, aux Chinois? C'est en les voyant mobiliser un autre système linguistique, une autre langue. Ben, si, par exemple, un Chinois, lors, par exemple, d'un décès me ramène une fleur, alors là, je comprends que il n'est pas de ma culture. Alors, il appartient à une autre rive, à une autre culture. Alors, on se distingue, ou on peut se différencier par par deux choses. Se différencier, c'est-à-dire d'une culture ou se différenciant de quelqu'un, voilà, par exemple, par la langue qu'il utilise, qu'il mobilise, et aussi par la culture, aussi qu'il mobilise dans cette langue utilisée. Voilà. Autrement dit, la culture permet de se distinguer par rapport à une ou plusieurs personnes. Ainsi, la culture est un tout complexe comprenant des éléments matériels comme la religion, les croyances, les valeurs, les coutumes, les mœurs, etc., etc. Et des éléments matériels qui servent de support aux significations culturelles comme les livres, le théâtre, etc. Voilà. Donc la culture renvoie davantage à tout ce qui est transmis, par l'être humain en tant que membre d'une société. Alors, du point de vue philosophique, anthropologique même, l'homme étant né encore, il est biologique, donc c'est une forme biologique, et après il devient une forme culturelle. Donc l'homme passe d'une phase biologique à une phase culturelle. Donc quand il sort dans ce monde-là, il n'est qu'une créature, il n'est qu'une forme biologique qui respire, qui mange, qui balbutie, qui boit, qui fait ses besoins, etc. Et plus il est bien sûr en contact avec son environnement, ses parents, là on voit ça dans Malik Ben Nabi, plus il est comme le dit Malik Ben Nabi, le monde des choses, le monde des personnes aussi. Alors plus il est en contact avec le monde des choses, par exemple dans le monde des personnes, les deux personnes à qui l'enfant sera en contact dès sa naissance, c'est le visage de son père et de sa mère. C'est sa maison, par exemple. Une fois bien sûr, il peut marcher, il sort un peu pour découvrir son quartier. Une fois il va à l'école, il va découvrir l'école qui est une structure, une microstructure de la société, par exemple. L'école, la famille, etc. Et après, il va connaître la société, il va se déplacer, par exemple, dans plusieurs régions de son pays pour découvrir qu'il y a dans son pays plusieurs sous-cultures d'une même culture qui construit son pays, qui caractérise son pays. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il se transforme en être culturel. Donc, l'enfant, il est tout d'abord un être biologique, et c'est grâce au contact qu'il aura avec cette langue et qu'il aura avec, bien sûr, les personnes, les individus de son entourage, de son quartier, de son école, de sa société, de son pays, qui sera un être cultivé ou qu'il aura un être culturel. Voilà. Donc la culture renvoie davantage à tout ce qui est transmis par l'être humain en tant que membre d'une société, ce qui fait que la culture est acquise en opposition à la nature. Celle-là, la langue est considérée comme pratique sociale qui, d'après Robert Gallisson, donc c'est un didacticien, là il a fallu aussi mettre la date, de préférence. Et le véhicule produit et producteur de toutes les cultures. Alors, là, la langue véhicule la culture. Elle produit la culture ou les cultures. Ce qui montre le lien intime entre la langue et la culture, selon De Saussure, la langue est un système de signes. C'est un ensemble de signes utilisés par une communauté pour communiquer, c'est-à-dire la langue est un moyen de communication. Donc on ne peut pas ne pas communiquer. Quand on ne communique, on mobilise bien sûr ce qu'on appelle un système de signes, une langue,
Mais il faut aussi savoir que dans ce système de signes, dans cette langue, il y a aussi une teneur culturelle, il y a aussi une charge culturelle à l'intérieur. Ensuite, toute culture est composée de deux éléments essentiels qui, d'après Gary Weaver, tel un iceberg, la culture est composée de deux parties. Une partie visible externe et une partie visible interne. D'accord? Donc la culture est comparée par Gary Weaver comme étant, bien sûr, une partie composée de deux choses, à savoir une partie visible externe qu'on voit, voilà, de l'extérieur, et une partie visible intérieure. Donc, il y a dans une culture qui est bien sûr un ensemble de coutumes, un ensemble de pratiques, disons sociales de référence, un ensemble de mœurs, un ensemble, par exemple, quand je serre la main à quelqu'un, je lui dis bonjour, je serai dans l'obligation de lui serrer la main. Bonjour. Voilà, salam alaikum, par exemple, je serre la main à quelqu'un. Par exemple, dans une culture autre que ma culture, je pourrais trouver des gens qui ne s'embrassent pas, qui ne se servent pas la main, et ça fait partie de leur culture. Donc, il y a dans une culture, bien sûr, d'autres éléments d'autres ingrédients qui la composent. Le premier est visible. Alors, ce qu'on voit de l'extérieur, par exemple, alors on peut voir les aspects vestimentaires, on peut voir aussi les arts, la culture, la littérature. Donc tout cela est la face externe d'une culture, la face visible, c'est-à-dire externe, qu'on voit bien sûr, de nos propres yeux. Et puis il y a une face qui est interne, voilà, invisible. Quant au second, il est invisible, interne et difficile à identifier, entre autres, les valeurs, les croyances. Par exemple, on n'arrive pas à connaître la valeur de quelqu'un, par exemple. Donc, les valeurs de quelqu'un sont, bien sûr, une culture. Les croyances aussi, ce sont des cultures parfois invisibles, qu'on ne peut voir que, par exemple, dans les lieux où ils doivent être pratiqués, à l'image, par exemple, de la religion. Voilà. Le langage corporel et les connaissances subjectives. Voilà. En outre, en ce qui concerne les types de la culture, Robert Gallisson dénombre deux types qui sont la culture cultivée, qui est un ensemble de connaissances transmises par l'être humain. Donc, nous sommes des êtres cultivés, c'est-à-dire des êtres qui ont reçu une éducation culturelle, voilà. Des savoirs, tels que des savoirs encyclopédiques, sciences, histoire, littérature, etc., qui est une culture, disons affichée, voilà, qu'on voit, voilà. La culture partagée renvoie au savoir et aux participants transmises par un groupe social, traditions, coutumes, croyances, etc., qui est une culture action qui se reconnaît par les faits, par les gestes. Par exemple, le fait de serrer la main à quelqu'un, le fait d'embrasser quelqu'un, par exemple. Je sais pas moi, le fait de baiser, par exemple, de donner un bisou à la maman ici sur son front, sur sa tête, c'est un signe de respect qu'on doit à l'égard des parents, par exemple. Donc ça, c'est une culture, un élément culturel visible, voilà, qu'on voit par les gestes, par le fait, voilà. Et puis il y en a d'autres, il y a d'autres exemples. De surcroît, parler de la langue veut dire parler de la culture. Il existe un rapport étroit entre les deux concepts. D'ailleurs, dans l'enseignement apprentissage des langues étrangères, la langue, pas que dans les langues étrangères, en général, l'enseignement apprentissage des langues, voilà. La langue et la culture sont indissociables parce qu'il n'existe aucun enseignement de la culture indépendamment de l'enseignement et de la langue et vice-versa. Alors, là, si on veut bien résumer, si on veut bien retenir la quintessence de cette analyse, on retient l'idée que on ne peut pas enseigner une langue sans enseigner une culture. Alors, le fait déjà d'enseigner cette langue, on enseigne une culture dedans. Voilà. Voyons par exemple nos écrivains algériens tels que Katib Yassine, Yasmina Khadra par exemple, les anciens Mouloud Ma'amri, voilà. Donc, ce sont des écrivains algériens qui ont utilisé la langue française, mais dans leur texte, il y a une culture algérienne. Et on voit ça visiblement, par exemple, dans Le Fils du pauvre de Mouloud Faraoun.
Donc il y a une grande partie de la culture algérienne qui est dans le roman, par exemple, dans le roman du Fils du pauvre de Mouloud Maamri. Alors là, on retient l'idée que quand on mobilise une langue, on la mobilise soit à l'oral, soit à l'écrit, donc on mobilise diamétralement ou parallèlement la culture de celle-ci. Voilà, l'idée est claire. Alors j'ai juste un petit conseil, si on utilise les expressions latines telles que sine qua non, vice versa, etc. Donc il faut les utiliser, les écrire en italique. Bien sûr, dans une feuille on peut pas écrire l'italique, mais quand on utilise le Word, il faut les démarquer ou les écrire en italique, distinguer de l'écriture normale. Et partant de ce principe, selon Will Miller, enseigner une langue, c'est enseigner une culture. La langue et la culture sont indéniablement et intrinsèquement liées. Alors là, on voit que beaucoup de spécialistes sont unanimement d'accord que la langue et la culture sont intimement liées, intrinsèquement liées, sont indissociables, sont deux éléments constitutifs dont on ne peut séparer l'un de l'autre. Voilà. Alors, il convient de dire que l'apprentissage d'une langue ne se limite pas qu'à la connaissance du vocabulaire et de grammaire, mais inclut également l'appropriation du volet culturel inhérent à toute langue vivante. De ce fait, la confrontation de deux systèmes linguistiques engendre celle des deux cultures véhiculées par les deux langues, chose qui est validée par Dumont, qui confirme que tout apprentissage linguistique est en même temps un apprentissage de règles culturelles. Voilà. Expression, fin de citation, 1998, Dumont. Alors là, aussi Dumont le confirme, en disant que quand on apprend une langue, on apprend parallèlement une culture. Voilà. Puis en didactique des langues étrangères, le fait de considérer que la langue est un outil de transmission et de transmission de la culture est fondamental, ce qui montre clairement l'importante attention accordée à la culture et la place qu'elle occupe dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Là, il faut aussi parler d'un élément très très important, que quand on utilise par exemple des textes littéraires, alors quel est l'objectif a priori d'enseigner les textes littéraires à des apprenants de FLE, par exemple. Alors, si je fais appel à un extrait, par exemple, de Mouloud Ferraoun, ou je sais pas moi, par un extrait de Katib Yassine, ou je sais pas quoi, Nejma par exemple, alors, et je l'enseigne pour enseigner le présent de l'indicatif. Alors là, systématiquement, alors si j'utilise un texte littéraire écrit par un écrivain algérien que pour enseigner le présent de l'indicatif, alors là, je vais, mettre en quarantaine, ou je vais carrément, oublier ou négliger le côté culturel et le côté esthétique et la spécificité du texte en question. Alors à quoi ça sert d'exploiter un document authentique tel que le texte littéraire, un extrait du texte littéraire du roman de Nejma par exemple, que pour enseigner présent de l'indicatif? Ça sert à rien. Alors si j'exploite un texte littéraire en classe de FLE, c'est a priori pour une finalité culturelle, une finalité aussi ou ce qu'on appelle la spécificité du genre littéraire par exemple. En quoi ce texte est spécifique? Alors j'enseigne certes le présent d'indicatif, mais en quoi ce texte est spécifique? Donc il faudrait pas que les supports didactiques, il ne faudrait pas qu'ils soient seulement des prétextes que pour enseigner des questions qui sont en lien avec la grammaire ou le vocabulaire. Donc c'est pas uniquement que pour des activités métalinguistiques. Alors les activités métalinguistiques vont évincer la spécificité dont est constitué un texte littéraire. Voilà. Donc, le texte littéraire, c'est le document par excellence qui représente la langue dans toutes ses dimensions interculturelles, linguistiques, culturelles, même, polyphoniques. Donc, il faudrait exploiter ces textes littéraires pour
ces questions-là. Donc, il faudrait pas que le texte littéraire soit exploité seulement pour des activités métalinguistiques. Alors, pour enseigner, par exemple, le présent d'indicatif, je fais appel à un document authentique de la vie quotidienne de l'apprenant, par exemple. Comment se procéder dans. Voilà. Donc, il faut savoir quand est-ce on utilise un support et quand est-ce on n'utilise pas un autre. Voilà. En effet, la langue porte en elle tous les éléments et les traces d'un système culturel. Et à travers les mots, que nous découvrons les valeurs des peuples, et c'est la langue qui concrétise la culture. De plus, la langue est le moyen d'accéder, ou le moyen d'accès privilégié, sinon irremplaçable à une culture. La connaissance des mots exige la connaissance de la culture. Alors là, je vous déconseille d'utiliser ces phrases à rallonge parce que ça risquerait de perdre, disons, le fil conducteur de l'idée. Donc, il faut utiliser des phrases courtes. Pour tout dire, la langue et la culture sont en étroite corrélation. La langue est à la fois un élément qui compose la culture et l'instrument à l'aide duquel l'individu verbalise sa vision du monde. Quand je parle, je mobilise une langue, je manifeste aussi ma culture. Voilà. Dans ce sens ou dans ce cas, plusieurs éléments du système culturel tels que les traditions et les règles morales se manifestent par le biais de la langue. L'étudiant a repris ce qu'il a dit déjà en amont. En d'autres termes, la langue matérialise la culture en la rendant active. En guise de conclusion, la culture se veut un élément. Donc là, on dit pas un élément, mais on dit l'enseignement de la culture par la langue est une condition sine qua non. Donc on dit pas un élément, mais on dit plutôt une condition sine qua non. Donc le mot élément sine qua non, là, je l'ai pas entendu. Voilà. Voire indispensable dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Abdallah précise, à son échelle, la langue permet d'être en contact avec autrui. Alors, je vous déconseille d'utiliser des citations dans la conclusion. Alors, il faut éviter. La conclusion, c'est le bilan de l'analyse qu'on a faite dans le développement. Donc, il ne faut pas utiliser les citations ni les références dans la conclusion. C'est déconseillé. Voilà. Mais ça n'empêche de lire ce qu'a écrit l'étudiant. La langue, comme la culture, est bien le lieu de mise en scène de soi et des autres. Voilà. Et bien sûr, de ce phénomène-là, c'est-à-dire de la question culturelle, ou de ce rapport langue et culture, qu'on passe à une autre dimension qu'on appelle la dimension interculturelle. Parce que quand on est en classe de langue et on forme un apprenant, c'est-à-dire on le forme, il est par exemple un apprenant au cycle primaire. Alors il faut d'abord le former à sa culture. Une fois bien formé à sa culture, on va vers d'autres cultures, vers d'autres éléments qui constituent un système opposant au sien, c'est-à-dire à sa culture. Alors, d'abord, il est en immersion de sa culture, grâce bien sûr à la langue qu'on lui enseigne, et il passe graduellement à la découverte de la culture de l'autre pour qu'il y ait ce qu'on appelle une altérité, et pour qu'il n'y ait pas d'altéricide, la mort de l'autre en soi, pour que l'apprenant, bien sûr, ait conscience qu'il n'a pas affaire qu'à sa langue, mais pourrait avoir aussi affaire à d'autres langues qui sont sur d'autres contrées, manifestées sur d'autres contrées. On s'attend à votre bilan personnel, moi j'ai écrit comme remarque, on s'attend à votre bilan personnel et objectif. Évitez d'introduire des références dans une conclusion. Et ça c'est ma remarque. Alors sachant que l'interculturel, alors regardez, c'est excellent. Alors l'étudiant a débouché sur une autre chose, sur une autre dimension. Donc il passe de la dimension culturelle à la dimension interculturelle. Sachant que l'interculturel qui est engendré de l'interaction entre la langue et la langue source et la langue cible enrichit toute rencontre avec la langue et la langue de l'autre. Alors là, l'autre, il faut l'écrire de préférence en majuscule. D'où la nécessité de faire appel à la démarche interculturelle dans une classe de langue. Alors on remarque ici que l'étudiant, bien sûr, a bien maîtrisé le sujet,
a mobilisé ou a réinvesti, bien sûr, toute la panoplie conceptuelle au sujet en question, à savoir la langue et la culture et l'enseignement de la langue et la culture dans une classe de FLE. Il a fait appel aux sociodidacticiens, en l'occurrence Philippe Blanchet. Il a aussi fait appel à Émile Benveniste, bien sûr, pour nous dire que la langue et la culture sont deux facettes d'une même médaille. Aussi, on remarque ici que il a énoncé le plan, mis à part une incohérence, c'est-à-dire que là, pour chaque élément, il consacre un paragraphe à part entière, alors que il fallait écrire tous ces points-là dans un seul bloc, ce serait mieux, voilà. Il a utilisé, bien sûr, les mots certains adverbes qui assurent, bien sûr, la cohérence, textuelle, à savoir de prime abord, par ailleurs, ensuite, les procédés explicatifs tels que autrement dit, etc., de surcroît, etc., etc. Donc, il a fait même appel à Robert Gallisson, voilà, et à Carrie Weaver, voilà. Et donc, à la fin, il a débouché aussi sur une autre question, et qui est l'enseignement de l'interculturel, parce qu'on ne forme pas qu'à la langue et la culture de cette langue, mais on forme aussi à d'autres cultures aussi, parce que l'apprenant vit dans un monde globalisé, dans un monde, dont les distances sont réduites, voilà, qui ressemble à un tout petit écran, voilà, ne serait-ce qu'un monde qu'on observe ou qu'on regarde dans les médias. Donc là, d'où, bien sûr, la nécessité, comme a écrit l'étudiant, la nécessité de faire appel à la démarche interculturelle dans une classe de langue. Donc là, je pense que voilà, j'ai pu quand même apporter quelques éléments, voilà, quelques éléments nécessaires pour la rédaction de la dissertation. Là, je vais passer pour voir s'il y a des questions ou pas. Donc là, je pense que je n'ai aucune question. Là. Alors, je vous souhaite un bon courage. Je vous souhaite un très très bon courage. Je vous dis continuez, et à la prochaine fois. Salam alaikum.